Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. Moi, vous voyez comment je suis contente parce qu'on se retrouve pour un sujet épicé, caliente, l'un de mes sujets phares. On va parler du métissage avec une guest de qualité. Il s'agit de Stacy Leboeuf, ici présente, qui a bien voulu nous ouvrir les portes de son cœur pour nous partager son vécu avec son métissage. Elle est d'origine franco-guadeloupéenne. Elle est née en France et elle a grandi en Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, elle nous parlera comment elle a vécu cette double culture. Et pas que ça, nous allons également parler du complexe de la jolie fille, un sujet assez tabou mais qui n'est pas assez... on n'en parle pas. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Hello Stacy. Bonjour Cindy. En tout cas, merci pour l'intérêt que tu portes à Imaginique. Merci à toi. Je suis tellement contente de partager sur un thème que tu sais, si tu me suis, qui me passionne. Est-ce que pour commencer, tu peux te représenter avec tes propres mots à la communauté, qui tu es, que fais-tu dans la vie? Voilà. Donc je m'appelle Stacy, j'ai 27 ans, je suis mariée depuis quelques mois à un homme formidable, David. Merci. Et du coup, je suis métisse, comme tu disais, franco-guadeloupéenne. Donc je suis née en France et j'ai grandi en Guadeloupe. Et dans la vie, je travaille dans la gestion de projet dans le digital depuis à peu près 5 ans. Okay. Et je suis justement ravie en fait d'échanger avec toi sur le thème du métissage puisque c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il y a beaucoup de choses à dire et je suis contente que tu m'aies invitée aujourd'hui. On en a déjà parlé rapidement par DM, donc j'avais compris que ça te tenait à cœur. Exactement. Et justement, ouais, tu es métisse, comme je le disais, franco-guadeloupéenne. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as vécu, comment ce métissage ça t'a façonné et a fait, on va dire, la femme que tu es aujourd'hui, positivement comme négativement? En fait, il faut savoir que le métissage, surtout d'un parent blanc et noir, ça peut être assez compliqué quand on est enfant. C'est-à-dire qu'on grandit avec la double culture, c'est vraiment deux opposés. Même si la Guadeloupe reste la France, ça reste quand même deux cultures différentes. Et je m'estime heureuse en fait d'avoir grandi en étant métisse puisque mes deux parents ont toujours fait en sorte que j'embrasse les deux cultures, que ce soit la culture antillaise ou la culture française, même si j'ai grandi en Guadeloupe. Et même si mes parents se sont séparés très jeunes, j'avais 8 ans, ma mère a toujours tenu en fait à ce que je continue à embrasser mes deux cultures. Et par exemple à Noël, elle faisait toujours la nourriture autant antillaise, donc on mangeait du boudin, du riz pois d'Angole, etc. Mais aussi du foie gras, du saumon, des cailles aussi. Donc je suis vraiment contente en fait. Et j'ai pas eu à choisir en fait dès mon plus jeune âge. J'ai vraiment grandi en étant les deux. Et du coup, tu es partie, c'est à quel âge que tu as rejoint la Martinique, la Guadeloupe, pardon? Donc c'est à l'âge de 3 ans. Donc je suis... Ouais. Okay, je pensais que c'était à 8 ans. Non, à 3 ans. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont rencontrés en France. Je suis née ici. Et en fait, ils ont décidé de déménager, de poser leurs valises en Guadeloupe pour, je pense, pour le bien-être en fait de leurs enfants, puisque grandir au soleil, c'est pas la même chose que de grandir en France. J'ai fait toute ma scolarité là-bas, que ce soit petite enfance, collège, lycée, et je suis revenue en France à l'âge de 20 ans. Ah oui. Ouais. Donc on va dire que quand même la construction identitaire s'est faite beaucoup en Guadeloupe. Exactement. Clairement. Exactement. Ok. Et justement, tu disais que toi, bah, moi c'est la même chose. Je me suis toujours revendiqué les deux blancs et noirs. Mais tu sais, quand on a notre type de métissage, qu'on le veuille ou non, les gens nous demandent de choisir. Pas plus tard que hier, quand bah, je suis allée me faire lisser les cheveux, je rentrais et j'étais dans un Uber. Et c'était trop drôle en plus. C'était algérien d'origine. Et il faisait que me fixer. Et il me dit, mais j'arrive pas à deviner de quelle origine tu es et tout. Et en fait, il pensait que j'étais portoricaine, mais on me prend souvent pour ça, dominicaine, brésilienne. Et il me dit, après qu'on parle, que je lui dis non, je suis franco-ivoirienne, il me dit, et tu te sens plus blanche ou noire? Tu vois, en fait, les gens ont toujours nous renvoyé à, comme si c'est obligé de choisir. Et je lui ai dit, non, moi, je me considère vraiment les deux. Donc, je sais que toi, c'est pareil. Mais comment parce que je trouve que c'est quand même une pression quand tout le temps, tu vois, on te demande de choisir et c'est limite, on veut comprendre pourquoi t'as pas choisi. Comment tu le vis ça, ce regard, en fait, tu vois? It's the story of my life.
La question, je l'ai eue dès le plus jeune âge, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et quand j'étais petite, c'était plutôt, tu te considères plus blanche ou noire? Tu préfères les blancs ou les noirs? Une question. Bon, quand on est enfant, on est un peu, on sait pas trop ce qu'on dit, etc. Donc voilà, la question, elle passe. Mais quand on devient adulte, la question devient un peu plus subtile. C'est, tu préfères la France ou la Guadeloupe? Donc la vérité, c'est que je peux pas choisir, en fait. Et ma réponse a toujours été, je suis les deux, en fait. Je peux pas choisir. Je me sens autant guadeloupéenne que franco-française. Et du coup, c'est une question, en fait, qui revient tout le temps, la question des origines. Et même, avant même qu'on te demande ton prénom, on te demande de quelle origine tu es. C'est ce qui m'est en fait. arrivé Ouais. hier, par exemple. C'est en plus. Et je trouve ça fou, en fait. Je sais que être métisse, on peut ressembler à plusieurs origines différentes. Il y en a qui me disent que j'ai l'impression que je suis brésilienne ou des Antilles. Souvent, quand je parle, là, C'est ton accent, en fait. on entend que voilà, je viens des Antilles. Mais c'est une question qui revient tout le temps, en fait. Et je comprends pas, en fait, pourquoi cette interrogation. Je pense parce que les gens aiment... On est dans une société qui est casée. C'est ça. Tu vois. Ouais, c'est Et ça. donc, forcément, et puis on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de métis comme nous. Enfin, je trouve qu'on est minoritaire qui acceptent vraiment leur double culture, surtout quand tu es issu d'un métissage blanc-noir. Ouais. Tu vois, genre vraiment, moi je connais énormément de métisses qui ont le même métissage que moi, mais qui elles te disent qu'elles sont afro. Elles veulent même pas que tu leur parles du côté blanc, et inversement, pareil. Mais souvent, ce que je dis aux gens, c'est que ça dépend du vécu aussi que tu as eu, tu vois. Si, je pense que nous, nos parents ont tout fait pour qu'on accepte les deux, mais ce qui n'est pas le cas de d'autres, et que je peux comprendre. Par exemple, il y en a une que, je sais pas si tu avais vu l'interview avec Anne Diane, où elle disait clairement que elle se revendique quand même plus camerounaise. D'accord. Même si, tu vois, en fait, Ouais. elle prône les deux et elle peut pas choisir. Elle a dit, je peux pas choisir parce que quelque part, je suis les deux. Mais c'est vrai que je me sens beaucoup, elle se sent beaucoup plus camerounaise. Pourtant, elle est née, qu'elle a grandi en France, mais elle a baigné plus dans la culture qu'amère. Donc, c'est là où je me suis dit, je peux comprendre. Moi, le seul point, des fois, qui m'agace, c'est ceux, justement, qui ont choisi et Ouais. qui comprennent pas que toi, moi, on m'a déjà dit que toi, tu revendiques les deux. Je me dis, mais les gars, aidez-nous dans le combat aussi. Vous avez le droit de choisir, mais nous, on n'est pas obligés. Et au final, tout ça, c'est la cause des métis. C'est ça, en fait. On n'est pas obligé de choisir. Et je pense que, comme tu dis, ça vient, en fait, de l'éducation. Ouais. Et quand on a grandi... Moi, j'ai grandi avec mes deux parents jusqu'à 8 ans. Et on mangeait de tout. On écoutait de tout au niveau des films, etc. On écoutait autant du Patrick Saint-Éloi, qui est un artiste guadeloupéen, que du Patrick Bruel, en fait. Et je pense que même quand mes parents se sont séparés, ma mère, en fait, elle a toujours tenu à ce que on continue en fait à baigner dans cette culture-là, même si on était en Guadeloupe. Même si on était en Guadeloupe et que la culture en soi, elle est... Et tu revenais jamais en France à part, genre, entre tes 3 ans et tes 20 ans, t'es pas revenu en France, genre, en vacances, tout ça? Je suis revenue en vacances à plusieurs reprises. C'est ça, c'est comme moi. Et est-ce que tu as des tips à donner, par exemple, parce que je remarque qu'il y a beaucoup, par exemple, de parents qui me suivent, qui ont des enfants, pardon, métissés, et qui me disent, mais concrètement, dans le concret, comment je fais pour partager cette double culture à l'enfant? Toi, tu donnerais quels tips, vu que ça t'a façonné quand même? Ouais, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui ont un Guadeloupéen et une Française, et ils ont un enfant métis. Et je leur donne souvent le conseil, en fait, de ne jamais pousser leur enfant à choisir l'une ou l'autre culture, et de vraiment leur inculquer les bases de chaque culture, en fait. Que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de la musique, au niveau de tout, en fait, d'inculquer les deux, en fait. Que l'enfant n'ait pas à se dire non, mais j'ai plus baigné dans cette culture-là ou dans l'autre. Et ouais, pour moi, ça serait vraiment le conseil de... Je pense que ça se fait dans le quotidien. Ouais, c'est Parce ça. qu'il y a beaucoup de gens qui... Et souvent, c'est des choses très simples. Hein. Bon, vu que moi, c'est mon cas avec ma fille, et si tu me connais, tu sais que c'était obligatoire. Pour moi, Seigneur, elle doit même pas choisir, en fait. Elle doit être fière de tout ce qu'elle est. Ouais. Mais je suis consciente que vu qu'on vit en France et que pour l'instant, on est en France, elle aura quand même une dominance peut-être plus francophone. Mais par exemple, ce que moi, je fais, et s'il y en a, c'est que ça peut être au travers, par exemple, même des livres. Aujourd'hui, en 2023, il y a la communauté, il y a énormément d'œuvres qui sont faites où on propose, j'ai regardé par exemple l'histoire de Côte d'Ivoire, même pour les enfants, ça existe pour le Ghana, pour la France, au travers de la nourriture, au travers, comme Stécie l'a dit, la musique. Et si à la rigueur, un des parents, moi je sais que je parle pas ma langue, mais s'il y en a un qui parle, vous pouvez aussi transmettre. En fait, il y a
plusieurs façons, il faut juste être créatif et je vois que c'est souvent ce qui fait la différence et qui fait que l'enfant a une identité solide. Parce que le problème, en vrai, c'est des problèmes identitaires. Hein. C'est ça. Ils n'arrivent pas à se positionner, Exact. renvoyer toujours d'un côté à l'autre, etc. Et en vrai, c'est des souffrances, quoi. Il faut savoir aussi que les enfants, ce sont des éponges, en fait. Donc, quand on leur inculque ça dès le berceau, dès petits, ils apprennent, en fait, et ils prennent des deux, en fait. Et c'est super important. Il y a un autre sujet aussi que tu m'as partagé, mais je me suis beaucoup reconnue dedans. On arrive sur les parties croustillantes. Il s'agit donc du syndrome de la jolie fille. Je vais te laisser au complexe de la jolie fille. Je vais te laisser expliquer pour ceux qui ne savent pas en quelques mots qu'est-ce que c'est. Et tu m'as dit que tu as été victime, on va dire, de ce complexe. Ouais. Et on en a parlé, moi également, je te disais. Donc oui, si tu peux nous en dire un peu plus par rapport à, oui, bien sûr. À ça. Avant de répondre à ta question, je tiens quand même à mettre un gros disclaimer. Je peux le dire, un gros disclaimer que ce que je vais dire, c'est vraiment en toute humilité et que je prendrai beaucoup de pincettes en partageant mon histoire. Donc c'est mon vécu, donc c'est personnel. Après, je sais que ça touche aussi beaucoup de personnes qui ont peur d'en parler. Donc voilà, gros disclaimer avant de répondre. Et du coup, depuis petite, mon physique a suscité énormément d'attention. C'est-à-dire que depuis petite, par rapport à mes cheveux, t'as de trop beaux cheveux, par rapport à ma couleur de peau, etc. Et du coup, ça m'a créé une sorte de complexe, qu'on appelle complexe de la jolie fille, qui a été causé par deux choses. La première étant le fait que j'ai eu un surplus d'attention sur moi, que ce soit depuis petite jusqu'à l'âge adulte. Donc les gens sont beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus gentils, beaucoup plus ouverts à toi. Ce surplus d'attention-là, ça m'a vraiment créé ce complexe. Et la deuxième chose, en fait, qui a causé ce complexe, c'est le fait que, sans même ouvrir la bouche, sans même parler, les personnes ont tendance à nous juger négativement, en fait. Et du coup, ça a eu deux conséquences sur moi. Donc, ça a eu deux facteurs qui ont eu deux conséquences. La première conséquence étant le fait que je me suis un peu renfermée. Je refusais d'avoir l'attention sur moi. C'est-à-dire que dès que je rentrais dans une pièce, quelqu'un me parlait, je devenais rouge comme une tomate. Je comprends. Donc, je refusais d'être sous le feu des projecteurs, qu'on me mette en avant, etc. Donc, ça a vraiment créé cette première chose-là. Et la deuxième chose que ça a créé, c'est le fait que je me suis beaucoup renfermée par rapport aux autres et j'ai une grande méfiance. J'ai eu une grande méfiance. Donc, c'est un travail sur lequel que je fais, voilà. Mais une grande méfiance par rapport aux gens, à savoir, est-ce que les gens me fréquentent par rapport à... Quand je les connais pas, me fréquentent par rapport à mon physique ou est-ce que c'est par rapport à ma personnalité? Et même, petite anecdote, mon mari, au début, je l'ai vraiment challengé, testé sur ça, en fait, puisque j'avais vraiment envie que ses intentions soient... de m'assurer, en fait, que ses intentions étaient pures envers moi et que c'était pas juste par rapport à un physique... voilà. Mais tu avais bien raison. Hein. Ouais. Et ce complexe, parce que tout ce que tu as dit, ça me parle, mais je vais rebondir après. Mais ce complexe, est-ce que tu l'as senti surtout de la communauté noire ou blanche? Parce que moi, j'avoue que c'est plus, j'ai le même vécu que toi à ce niveau, mais moi, je ressentais ça vraiment de la communauté africaine par rapport, tu sais, au fait qu'une fille claire est toujours plus valorisée en Afrique et qu'on sort. Ou toi, c'était même des deux côtés. Après, ça m'a suivi même ici. Hein. Je veux dire que le complexe, il était là, donc j'avais honte aussi quand je rentrais et que tu vois tous les regards braqués. Ouais. Pareil, c'est en toute humilité qu'on le dit. C'est ça. Mais du coup, tu te dis, tu as que ça, mais moi, c'est vrai que c'était essentiellement à 80% le regard des afros sur ma personne. Ouais. Je sais pas si toi, c'est dit. En fait, pour moi, c'est 50-50. Okay. Quand j'étais en Guadeloupe, c'est vrai qu'il y a des métis, donc, et c'est quelque chose que les gens... C'est vrai que c'est différent, voilà. On n'est pas trop... C'est ça. Ouais. Mais du coup, c'est plus 50-50, où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir cette attention, en fait, des deux côtés. Ok. Pas plus d'un autre. C'est vrai qu'en France, maintenant que tu le dis, en fait, ici en France, ça va être plus le côté exotique. Voilà, désolée, on va le dire. Le côté exotique, une métisse aux cheveux curly, ça passe mieux pour eux et c'est tellement réducteur parce qu'au final, une femme, chacun ses goûts. Mais plus, et même c'est malsain parce que du coup, moi, il y avait beaucoup de femmes africaines noires, je voyais, qui me jalousaient parce que directement, quand elles me voyaient, elles se disaient de toute façon, elle, c'est le type de femme que les hommes noirs aiment. Voilà, c'est même les hommes blancs, tu vois, ils vont préférer être avec une fille qui est, voilà, elle entre les deux, elle est pas trop noire. Et du coup, je trouve que ce complexe, il est dur parce que c'est les gens qui ramènent leurs insécurités sur toi, mais ça rend pas compte qu'ils te complexent également. C'est ça.
Et j'ai compris aussi quand t'as parlé pour ton mari, mon mari, s'il y a un truc, je lui dis tout le temps, qui m'a plu chez lui, c'est que c'est vrai aussi que les gens, en général, ils te parlent d'abord de ton physique, même dans le C'est passé. ça. Alors que lui, c'était vraiment plus ma personne, mon intelligence qui je suis. Et je me suis dit, enfin, quelqu'un qui va au-delà de C'est ça, mon de ton enveloppe physique. charnelle, tu vois. Les autres, après, ils ont vu, mais au début, c'était souvent très ça. Alors oui, l'extérieur attire, on va pas se mentir, mais un peu de subtilité. Ouais, c'est ça. Et comment, du coup, tu l'as dit, mais comment si quelqu'un, parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui ont ce complexe, mais on n'en parle pas, comment concrètement, toi, tu fais au quotidien encore pour justement être libre de ça, quelque part? C'est un travail, c'est un processus en continu, hein. Je dirais que c'est pas quelque chose qui se termine, en tout cas. Mais c'est vrai que le fait d'avoir énormément d'attention sur soi, moi, ça m'a créé une énorme timidité quand j'étais petite. Et comment je travaille là-dessus, c'est que j'essaie de faire abstraction en fait des regards, même si c'est très difficile. Comme tu disais, quand tu rentres dans une pièce ou que tu es quelque part et les gens te connaissent pas ou te connaissent, tu as l'impression que les regards sont braqués sur toi. Et comme je disais, c'est vraiment toute humilité, T'inquiète. on le dit. Et pour moi, c'est vraiment faire abstraction en fait des regards euh, et avancer en fait. Moi, je sais qu'il y a ça, mais il y a aussi, je suis passée par la phase acceptation. Ah oui, Voilà, on va pas voilà. se mentir, je suis passée par la phase acceptation parce que, bah, et c'est vrai que mon mari a aussi beaucoup joué ce rôle dedans pour m'aider à accepter que, en fait, ça reste un don, tu vois. Donc, C'est si ça. tu es belle, tu vas pas t'excuser quelque part d'être belle, mais ça veut pas dire que tu dois rabaisser, écraser les autres. Bon, je C'est l'ai ça. jamais fait d'ailleurs, mais en gros, t'es pas obligée d'être timide, en fait. Si tu es belle, c'est pour donner aux autres. Et c'est vrai que moi, ça avait commencé depuis toute petite, parce qu'en plus, en Côte d'Ivoire, voilà, les métis, c'est pareil, hein, c'est plus valorisé. Mais je sais qu'il y a une scène qui me marque jusqu'à présent, c'est que j'avais peut-être 6 ans. On était allé à un anniversaire, les anniversaires des enfants. On était déguisés et ma soeur m'avait déguisée, je sais plus en quelle princesse. Mais en tout cas, ça m'était mettre en avant puisqu'elle m'avait maquillée un peu. Ouais. Et je sais que je suis arrivée à l'anniversaire et il y avait tout le monde qui était sur. Mais en fait, tout le monde faisait que me dire, mais elle est trop belle, elle est trop belle. Mais tu sais, les autres enfants, on leur disait pas que ça. C'est ça. Et du coup, j'avais Ouais. l'impression que moi, c'était que ça qu'ils avaient à mettre. Ouais. Et c'est. Enfin, ce qui me marque, c'est que il y avait une petite cabane en fait, on pouvait jouer. Et moi, je suis allée et j'ai enlevé tout le maquillage. Et j'ai demandé à ce que Oh la là là. maquilleuse qui était sur place, parce qu'il y avait une maquilleuse, qu'elle me maquille comme tout le monde. Comme les enfants. Pour que je sois comme tout le monde, tu vois. Et sans grandissant, quand j'ai eu mon processus de guérison, que tout ça m'est revenu et que je me suis rendu compte que, en fait, la semence de complexe, c'était déjà là et que c'était déjà malsain, en fait. Parce que, pourquoi je voulais pas être différente, en fait. Je voulais être comme tout le monde. Rentrer dans le tu moule. vois. Alors que non, en Ouais. fait. Mais c'est vrai que je pense qu'aussi, les parents aussi ont peut-être un rôle à jouer, faire comprendre que tu n'es pas que belle, tu vois. C'est ça. Vraiment, c'est ce que je fais avec ma fille. Tu n'es pas que belle, mais tu peux faire X, Y, etc. Exact. Alors que j'ai une amie qui a vécu ce même syndrome, on en avait parlé aussi. Elle me disait ce qui la complexait vraiment. C'est que les gens, quand elle était en groupe, ils disaient, ah, mais toi, tu es jolie. Non, toi, tu es talentueux, tu sais faire ça. Et elle, on arrive, c'est, mais toi, tu es juste belle. Et donc, du coup, c'est réducteur, en fait. C'est Ouais. pour ça, si vous m'écoutez, c'est important de dire que non, c'est au-delà de ça, en fait. Totalement. Et en fait, ce que je rebondis sur ce que tu disais, pareil. En fait, quand les gens, quand j'étais petite ou jusqu'à maintenant, me disent ah, t'es belle, sans forcément complimenter les autres, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Enfin, Ça je me me gênait, dis, ouais, je me dis, mais pourquoi moi et pas les autres, en fait et du coup, ça crée, en fait, ça continue à nourrir le complexe, en fait, parce qu'on se sent en limite désolé pour les autres, en fait, d'être considéré, d'être traité de façon différente. Je pense que le vrai problème aussi, c'est que, comme je dis, on est dans une société qui aime les cases et tu vois, par exemple, tout autre don, par exemple, si on dit, toi, tu chantes bien et que, les gens vont pas mal le prendre. Si, par exemple, on a dit, un tel chante bien et l'autre, toi, moi, par exemple, tout le monde sait que je chante très mal, je le cache pas. Mais je sais pas pourquoi, quand c'est la beauté, tu vois, lié à la beauté, il y a tout de suite ce complexe. Mais après, c'est parce qu'on vit aussi dans un monde d'apparence, tu vois. Donc, les gens font style que non, ça compte pas, que la beauté, c'est superficiel. Mais quand on voit, parce que t'es pas la seule à des témoignages comme ça, j'en ai plein. Toutes les personnes élevées, souvent, te le disent, qui ont une certaine beauté, te disent un certain charisme, qu'elles ont vécu ça. Et donc, tu te dis, mais en vrai, oui, c'est un don qui est vraiment attaqué et qu'il Ouais, faut c'est ça. en parler pour Et qu'il soit, pour moi, banalisé, en fait, C'est tu vois, ça. quelque part. Mais il faut savoir aussi que dans la société dans laquelle on vit, les gens aiment, les gens aiment être entourés de personnes qu'ils trouvent belles. Mais oui, c'est ça le pire. En fait, c'est la vérité, c'est humain, en fait. Et C'est du coup, humain. Même nous, en fait. ouais, On a tendance à plus regarder une personne qui est agréable physiquement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit faites attention à l'apparence, qui s'exprime, que quelqu'un qui n'est pas. Faut pas qu'on se C'est montre, ça. en fait. exactement.
C'est plus ça. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter juste pour cette question, parce après, on passe aux accents. Non, pour moi, c'est... Ok. Alors là, c'est une de mes questions favorites aussi, bon, comme toutes. Il y a aussi ce cliché au niveau des accents. Alors, je sais pas si en Guadeloupe, aux Antilles, parce que je connais pas du tout à ce niveau si c'est pareil, mais moi, par exemple, j'ai été confrontée pendant très longtemps parce que bon, j'ai l'accent ivoirien, si vous avez pas remarqué. Et encore, il a baissé. Quand je venais d'arriver en France, il était tellement marqué que certains me comprenaient pas. Mais tu sais, même que ce soit dans le contexte du mannequinat, dans la beauté, ça m'a fermé, en guillemets, des portes. C'est pas vrai. Ouais, parce qu'un jour, par exemple, il y a une personne qui m'a dit, et depuis toute petite, et c'était un complexe aussi, c'est que les gens disaient à ma famille et tout, mais Cindy, elle est tellement belle, mais quand elle ouvre la bouche, en fait, en gros, ça casse le mythe. C'est ce que beaucoup, ouais. Et il y a même un, je vais pas citer son nom, mais une personne très connue au niveau de la beauté et tout, qui m'avait repéré, il voulait que je participe à Miss France, tout ça. Et en fait, le truc, c'est que tu es très belle et tout, mais je t'avouerai que si tu participes, on va devoir te faire le jeu de la pomme. Apparemment, on te fait une pomme pour que tu apprennes à, selon lui, articuler à cause de ton accent. Oh là là. Parce que, en fait, il m'a dit, tu fais brésilienne, tu fais latine, et quand tu ouvres la bouche, bah, le fait que ton accent a une connotation africaine, en fait, ça casse le mythe par rapport à l'image que tu renvoies. De genre, tu fais pas africaine, quoi. Et je trouvais, en fait, j'étais tellement abasourdie quand il m'a dit ça que je crois que je l'ai plus jamais répondu et tout. Mais je me suis dit, je sais pas s'il y a ça chez vous, mais moi, ce qui me dérange, c'est que quand c'est l'accent africain essentiellement, ça pose vraiment problème parce qu'on a eu des Miss France tahitiennes et tout, ça dérangeait pas. Mais dès que c'est la connotation Afrique, ça renvoie au fait, comme si les Africains, on peut pas être joli, on peut pas être élégant, on peut pas être charismatique. Exactement. Je sais pas si vous, il y a ça de... Comment tu l'as vécu, ouais. En général, les personnes ont cette vision de la métisse qui est très occidentalisée, c'est-à-dire, et ça existe, hein, il y en a beaucoup, certaines qui vivent, qui grandissent en Europe ou en France, elles grandissent avec la culture franco-française, entre guillemets, donc c'est normal qu'elles soient occidentalisées, mais il y a beaucoup d'autres métisses comme toi ou moi qui ont grandi ailleurs, et du coup, on a un accent qui est différent. Moi, j'ai l'accent. Il est très marqué par... Ouais, j'ai l'accent ancien et j'en suis fière. Merci. J'en suis fière. Puisque ça fait partie de mon identité, c'est aussi mon histoire, c'est mon bagage en fait. J'ai grandi en Guadeloupe, même si mes deux parents sont de cultures différentes, mon accent, ça fait partie de mon histoire puisque j'ai fait toute ma scolarité là-bas en fait. Donc, c'est totalement normal. Et c'est vrai que j'ai pas eu souvent la remarque en Guadeloupe, puisque c'est vrai que tout le monde parle comme ça. Tout le monde a l'accent antillais, en fait. Mais c'est quand je suis arrivée ici, au début, j'ai souvent eu la question, mais il vient d'où ton accent? T'as un accent, etc. Ça vient d'où? Mais en plus, ils connaissent pas parce que ça se voit que c'est un accent antillais, tu vois. C'est ça. Et même, avant même, pour certaines personnes qui ont déjà été aux Antilles, ils arrivent à détecter tout de suite je suis des Antilles. Mais c'est vrai que c'est une question, enfin, qui est un peu malsaine, un peu malaisante, de demander aux gens, voilà, d'où ils viennent par rapport à leur accent. Et en fait, j'aurais pu, même si mes parents, mon père est français, ma mère est guadeloupéenne, j'aurais pu grandir en Côte d'Ivoire, j'aurais eu l'accent ivoirien, en fait. Mais c'était exactement hier, quand je parlais, c'était bien cette conversation avec le Uber, ça m'a préparé pour cette vidéo. Mais en fait, je trouvais hyper malaisant qu'il m'a expliqué. Il me disait que, comment il a reconnu moi, parce que je crois qu'il a compris que c'était ivoirienne. Mais comment il a pu reconnaître, c'est parce qu'il avait eu un client qui était libanais. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a énormément de Libanais. Et les Libanais, en Côte d'Ivoire, ils parlent comme des Ivoiriens, quoi. Mais c'est-à-dire, ils ont l'accent plus marqué que moi. Ils parlent mouchi, c'est l'argot de la rue. Et il disait qu'en fait, il était avec un Uber et c'était son client, pardon. Et il discutait avec lui. Il pensait que le gars se foutait des Afros, en fait. Il me dit qu'il lui a dit, mais arrête de parler comme ça, en fait. Pourquoi tu imites les Africains et tout? Mais c'est hyper malaisant. Il lui a dit, mais non, j'imite pas. En fait, je suis libanais, mais je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je vis en Côte d'Ivoire, là, je suis juste en vacances. Et il dit qu'il était genre choqué. Mais je me suis dit, c'est quand même choquant. Moi, je me suis dit, mais c'est culotté, clairement. C'est ça. C'est hyper culotté, alors qu'en vrai, on comprend que les accents font partie de la diversité. Je sais pas, toi, tu me suis depuis l'époque de Aïka. J'avais fait un article, je sais plus si tu l'as lu, mais où je parlais justement de la diversité par la langue, tu vois. Je sais qu'il avait plu énormément, parce qu'il y a énormément de jeunes femmes et même d'hommes qui s'étaient reconnus. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que comme tu as dit, tu aurais pu même parler comme une Française ou avoir un tout autre accent. C'est ça, exactement. Et voilà, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, par rapport à l'accent, qui essaient de le cacher, en fait, qui essaient de le masquer, qui essaient de se donner un genre pour parler de façon beaucoup plus lisse et linéaire. Et je trouve ça dommage, en fait, puisque
ton accent, ça fait partie de là où tu as grandi, ça fait Ton partie de identité. ton identité, Voilà. tout simplement, de ton unicité, en fait. Donc, Mais ouais. c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est que, par exemple, toi, je sais qu'aux Antilles, à ce niveau, c'est plutôt accepté, on va dire. Ouais. Mais en Côte d'Ivoire, quand je te dis, c'est encore le mythe des femmes. Et moi-même, dans ma propre famille, hein, je sais que des fois, ça gênait certains membres du genre parce que, tu vois, c'est l'image de la fille claire, jolie, etc. Et moi, j'avais des amis à mon frère, par exemple, il y en a une en particulier qui m'avait demandé pour des photos et tout. Et moi, je lui réponds, mais normalement, tu vas lui répondre sur Instagram. Elle envoie un message à mon frère juste après. Et elle fait, ah, mais ta sœur, mais rien à voir avec toi. Parce que mon frère fait plus africain, on va dire, physiquement, Ouais. tu vois. Et il fait pas exprès, mais lui, il n'a pas vraiment l'accent. Il parle plus comme un français si on Ouais. est dans les clichés. Et elle me dit, mais c'est trop bizarre parce qu'en fait, elle est jolie. Et du coup, j'ai senti qu'en fait, ça avait dérangé mon frère. Et qui était venu me dire, en gros, oui, mais entre guillemets, sois moins sauvage, tu vois. Ouais, Et c'est vrai que moi, j'en pleurais parce qu'à l'époque, j'étais blessée, mais je me rendais pas compte. Mais j'en pleurais par moments, en fait, où bah, je sais que je répondais avec la colère, où j'allais voir ma mère pour dire, mais en fait, c'est ce que je suis, j'ai pas choisi d'avoir l'accent. Si C'est dans ça. notre famille, on est trois et que je suis celle qui a l'accent le plus marqué, c'est comme ça et So c'est what? comme ça. Ouais. Voilà, so what. Mais j'ai jamais cherché à, comme tu dis, il y en a qui cherchent à... Le masquer. C'est ça, nous, on a un terme en Côte d'Ivoire, on a fait ça, tu choco, le chocobi. C'est vraiment ça, le chocobi. Et à chaque fois, il y en a qui me disent, ou bien il y en a qui disent tu whiteys. Ou broder aussi. Ah, tu vois, là, tu whiteys et autres. Mais moi, j'ai jamais essayé. Mais il y a certains qui me disaient, mais choquant un peu, faut whiteiser, change et tout. Mais je me dis, mais ça n'a pas de sens. Moi, quand je vois des gens qui, en vrai, n'ont pas l'accent occidental, qui le font, moi, ça me fait rire. Oh là là. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que C'est tellement pas naturel. tu perds ton côté vrai, Ouais. mais reste-toi. Franchement, restez vous, ça sert à rien d'essayer. Il y a des gens qui vont se foutre de cet accent, c'est pas grave. Au final, quand ils le font, c'est qu'eux-mêmes, ils savent pas qui ils sont. Mais la vérité, ça fait votre charme. Par exemple, moi, j'ai dû, cette personne-là, même dans le milieu de la beauté, moi, j'ai dit, vous voulez pas, tant pis. Et puis, ça m'a quand même ouvert des portes. J'ai fait même, j'ai fait certains projets où il fallait que je dise quelques mots et ça m'a Ouais. pas dérangé. Et tu sais, ça, c'est très francophone. Je sais pas si tu as remarqué, Ouais. mais moi, j'étais aux États-Unis. Pendant qu'aux États-Unis, les accents, ils aiment trop. Mais le fait que j'ai l'accent français, ah, mais ça passait tout le temps, tu vois. Et le fait que ce soit mixé à Ouais. africain, ça leur plaisait. Donc, je sais pas si c'est une question de culture anglo-saxon. J'ai vécu Toi, la t'as même quelque chose, chose ouais. Que toi, puisque j'ai vécu pas mal de temps en Angleterre. Et du coup, j'avais l'impression que c'est la seule fois, entre guillemets, où mon accent, la façon dont je parle, etc., n'était pas forcément jugé. Après, c'est vrai que c'est pas la même langue, ça reste l'anglais, mais c'était beaucoup plus, ah, mais t'as un accent français, en même temps, on entend quelque chose en même temps avec l'accent Oui, anglais. antillais. Voilà, c'est ça, antillais. Et du coup, je pense que c'est vraiment très francophone de juger en fait sur les accents, la façon dont tu parles, puisque je pense que quand tu viens pas de la France, les gens ont tendance en fait à réduire les autres cultures en fait, quand c'est pas l'Occident. Malheureusement. Ouais, c'est ça, Malheureusement. Mais c'est vrai que c'est très francophone. Parce que c'est souvent même les cultures, les pays africains francophones où j'ai eu ça. Ouais. On voit bien en Afrique de l'Ouest, c'est très francophone, à part le Ghana et tout. Et il y a des problématiques communes. Mais c'est vrai que quand je parle avec des personnes qui viennent par exemple d'Afrique de l'Est ou bien de l'Afrique anglophone, mais ils sont choqués parce que pour eux, il n'y a pas ces questions-là en fait, ces questionnements, malheureusement. C'est Mais ça. bon, on est là, médias francophones, pour changer les choses. Exactement. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager à la communauté, ce que tu veux dire, Ouais. ce que tu as sur ton cœur? C'est ici. En fait, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont métisses, noires, blancs, de vraiment s'accepter comme elles sont, en fait, de ne pas chercher à se travestir, à se changer, que ce soit par rapport à l'accent ou la façon dont vous êtes. Par exemple, si vous avez vos cheveux naturellement bouclés ou crépus, gardez-les comme ça, en fait. Acceptez votre identité puisque ça fait vraiment partie de qui vous êtes. Et les personnes qui ne vous accepteront pas, pardon, comme vous êtes, bah tant pis en fait. Il y en aura d'autres qui vont vous accepter comme vous êtes et puis voilà. Que rajouter de plus? Moi aussi, ce n'est que pour le coup, j'ai lissé mes cheveux, comme tu as dit. Non mais c'est pour changer de tête, hein. oui, bien sûr. Moi, c'est pour rigoler, j'invente Ouais. de la nuance. Mais bon, j'ai compris le message parce qu'effectivement, surtout en France ou ailleurs, il y a beaucoup, même en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui lissent les cheveux pour se faire accepter. Moi, je le vois, j'ai une petite sœur, elle est en plein processus d'acceptation. Et je sais que ça la dérange encore, tu vois, d'avoir ses cheveux comme ça. Elle ne veut pas avoir un frisottis qui dépasse, rien de tout ça. Donc oui,
de temps en temps, changer de tête, il n'y a pas de problème. Exactement. Même moi, j'avais les cheveux lisses il y a quelques jours, donc oui. Ça fait pas de mal. Donc voilà. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute après ces beaux mots? Tout ce que je voudrais dire, c'est que si toi aussi ça t'intéresse et que tu as envie de partager ton témoignage autour du métissage, donc ça peut être métissage blanc, noir ou tout simplement culturel également, n'hésite pas à nous écrire de ton canapé au nôtre. Donc je vous mettrai l'adresse mail en barre d'informations, mais c'est info@imagenique.fr. En tout cas, ça sera un plaisir de vous recevoir. Stacy, tu sais qu'il y a une coutume ici. Ouais. Tu dois dire à la communauté qu'ils sont précieux et uniques. Du coup, je te laisse. Donc, n'oubliez pas que vous êtes précieux et uniques. On voit que toi, t'es une habituée. Ouais, c'est ça. Je regarde les vidéos, c'est ça. Exactement. Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois avec une nouvelle thématique, un nouvel invité. À bientôt. Bye. Ciao.